Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Au micro pour une autre émission du Pied à Papineau. À Papineau, le jour, ce nom aujourd'hui va avoir un sens particulier. Bonjour, est-ce que maintenant on m'entend? Bienvenue à une autre émission du Pied à Papineau, CIBL 101.5. Et Papineau prend un sens particulier aujourd'hui parce que nous aurons un entretien dans quelques instants avec le premier ministre Bernard Landry. On l'appelle premier ministre parce que ce titre, on le porte après. Bernard Landry a été hier à Saint-Denis-sur-Richelieu. Saint-Denis où il y a eu la victoire des Patriotes contre les troupes britanniques le 23 novembre 1837. Et il va nous parler de l'importance de garder vivante cette mémoire des Patriotes, les idées puissantes qui les animaient. Et voilà, on espère pouvoir le rejoindre dans quelques instants. Et en deuxième partie, nous allons nous entretenir et nous avons aujourd'hui le privilège de pouvoir parler avec Monsieur Willy Nyamitwe, qui est porte-parole de la présidence de la République du Burundi et qui va nous parler de cette crise burundaise, de ce qui se passe à l'ONU, de la tentative de déstabilisation du gouvernement du Burundi, mais aussi de la commission de vérité et réconciliation qui a actuellement en cours au Burundi. Donc, c'est une émission qu'on espère chargée. Alors, on va essayer de rejoindre M. Landry dans quelques instants. Il est quelque part à Montréal et il nous a promis qu'il nous en ferait cette entrevue. Alors, bien, tout de suite après, on revient pour parler des Patriotes. Restez à l'écoute. Comme j'ai dit en introduction, le 23 novembre 1837 a eu lieu une bataille, et une bataille victorieuse des Patriotes contre les troupes anglaises qui, à ce moment-là, ont voulu écraser une révolte qui a pris de l'ampleur. Et dans cette révolte, et ensuite il y a une révolte, il y a des centaines de personnes dans la vallée du Richelieu qui ont été tuées, également dans la région de Saint-Eustache, beaucoup de gens qui ont été tués par les troupes anglaises. Parallèlement à ça, il y a eu dans le Haut-Canada, donc on appelle aujourd'hui l'Ontario, une révolte dirigée par William Lyon Mackenzie, des réformistes. Ces deux révoltes, et surtout celle du Bas-Canada, donc le Québec, a été écrasé de façon sans merci, sans pitié. Des gens tués dans des églises, des villages incendiés, des dirigeants exilés, pendus, emprisonnés. Et c'était, comme on avait déjà dit, la base sur laquelle on a établi les institutions politiques canadiennes. Cet événement a laissé a été comme, je peux dire, camouflé, étouffé pendant ces événements, ces révoltes, cette révolution même, qu'on le dit, a été étouffée. L'histoire a été complètement
caché pendant de nombreuses années. Vous connaissez la rue Papineau à Montréal, il portait un autre nom pendant longtemps. On avait même donné le nom du boucher des patriotes Colborne à des rues à Montréal. Peu à peu, on a pu changer ces noms-là et on a pu se rappeler de la contribution des patriotes. Et hier, à Saint-Denis, le premier ministre Bernard Landry était là. Il fait ça comme un devoir chaque année de se présenter là. Et c'est à lui, quand il était premier ministre, qu'on doit le fait d'avoir maintenant une fête nationale des patriotes qui est la troisième fin de semaine, troisième lundi du mois de mai. Et on a ainsi pu se débarrasser de ce qu'on appelait la fête de la Reine. Remarquez que c'est au Québec seulement qu'on fait la fête nationale des patriotes. Ce qui en soi est c'est désolant dans le sens que les patriotes ont réussi à réunir des gens autour d'idées phares ici dans le Bas-Canada, des gens d'horizons différents, de classes sociales différentes. Un des dirigeants était Wilfred Nelson, qui était un Anglais, si je ne me trompe pas, aussi un protestant. Il y avait des Irlandais et bien sûr des Canadiens, qu'on appelait les Canadiens à ce moment-là, parce que ceux qui venaient de l'Angleterre, on appelait ça des Anglais. Et les Canadiens à ce moment-là étaient majoritaires au Canada. Dans la rébellion parallèle qui a eu lieu dans le Haut-Canada, il y a eu aussi une répression brutale. Il y a eu beaucoup de pendaisons. Même, il y a eu 20 pendaisons à la suite de ça. Mais ce qui est remarquable, et ça m'a frappé hier parce que j'ai pu assister à ces événements à Saint-Denis hier, c'est que les gens qui commémorent et soulignent la révolte des patriotes et les idées des patriotes démontraient aussi, avec des photos et des images et des drapeaux qui rappelaient cette alliance entre Papineau et les partis patriotes et Mackenzie et ses réformistes du Haut-Canada. Et il y avait même, il montrait les nombreux monuments qui existent au Québec, mais également en Ontario, à un moment donné, aux patriotes. Ce qui est absolument ironique et désolant, c'est que en 1937, 100 ans après la période, la révolution des patriotes et le soulèvement des réformistes, on a inauguré aux Chutes Niagara, puis vous avez peut-être été aux Chutes Niagara, vous ne le reverrez pas, un grand arc de triomphe à la mémoire des patriotes. Donc, 100 ans après les événements, on est inauguré devant les chutes de Niagara. Il y a des photos encore qui existent, un arc de triomphe avec de grandes plaques où les noms des patriotes pendus ont été gravés et qui rappelaient leur combat pour la liberté et la démocratie. Et ce monument, donc, on le démontre, on le souligne à Saint-Denis-sur-Richelieu. Ce monument a été démantelé et démoli en 1967 par le Canada dans le cadre d'un projet du centenaire du pays. La question qui se pose est pourquoi on a démoli ce monument-là qui soulignait la relation entre des patriotes et des réformistes. C'est vraiment une question. Mon soupçon, c'est que les idées puissantes qui animaient ces gens à ce moment-là, qui animaient ces gens à ce moment-là, on voulait effacer ces idées. De sorte que, en Ontario, dans le Haut-Canada, maintenant l'Ontario, il n'y a presque pas de monuments ou de souvenirs des réformistes. Ça a été effacé. Heureusement, au Québec, on a gardé vivant ce souvenir, cette mémoire des patriotes par le nom des rues, des monuments. Il y en a ici à Montréal, il y en a des monuments un peu partout au Québec qui rappellent cette période-là et par la même occasion rappellent les idées qui animaient ces gens-là.
Et hier, quand j'y étais, j'ai parlé, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens et je leur rappelais que si les gens de l'Ontario veulent connaître leur histoire de cette période charnière dans l'histoire du Canada et du Québec, ben, il faudrait qu'ils viennent à Saint-Denis-sur-Richelieu. Cette période-là aussi a donné lieu à des créations culturelles. Il y a une chanson formidable composée. En fait, les paroles sont de Antoine Gérin-Lajoie, un patriote, et avec la musique sur un air populaire. Cette chanson a été chantée partout. C'est la chanson « Un Canadien errant ». Et là encore, je rappelle qu'un Canadien, dans ce sens-là, ça veut dire des descendants des premiers, ça veut dire des gens qui habitaient la vallée du Saint-Laurent, qu'on appelait par la suite Canadiens français et aujourd'hui Québécois. Et juste pour donner une idée de à quel point cette chanson a connu un parcours formidable. Par exemple, ça a été chanté beaucoup au Québec. Tout le monde le chantait pendant longtemps. Mais Leonard Cohen a fait une version fort intéressante de cette chanson-là. Mais l'une des versions qui me plaît le plus, qui est le plus, je veux dire, c'est touchant, c'est par le grand chanteur d'opéra, le noir américain, Paul Robeson. Paul Robeson qui est allé chanter pour les républicains pendant la guerre civile espagnole. Paul Robeson, qui est un ami d'Einstein en passant, un homme qui se battait pour les droits bien avant le temps, bien avant la période que nous connaissons davantage, mettons les années 60, se battait pour l'égalité et la libération des Noirs. Et il a chanté cette chanson-là. Et on a une version qu'on va jouer maintenant. Et j'espère que dans quelques instants, on va pouvoir rejoindre l'ancien premier ministre Bernard Landry. Alors ici, c'est Paul Robeson, le chanteur d'opéra, qui chante Un Canadien errant. Il le chante une version anglaise et ça finit avec la version française. From his Canadian home, banished a wanderer came, and full of tears would roam countries that strangers claim, and full of tears would roam countries that strangers claim. If you my land should see, my so unhappy land, say to my friends from me, they in my memory stand. Say to my friends from me, they in my memory stand. Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pleurant des pays
me souviens d'eux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. C'était Paul Robeson qui chantait le chant de Antoine Gérin-Lejoie, composé en 1838. Et je pense qu'on a avec nous le premier ministre Bernard Landry. Bonjour, Monsieur Landry. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté ce genre d'entrevue. C'est un devoir et un plaisir. Oui, c'est beau, hein? Vous avez entendu Paul Robeson? Je l'ai entendu. C'est c'est une chanson que j'adore depuis ma jeunesse. Évidemment, le Canadien errant, c'est un Québécois errant, oui, un patriote banni et exilé en Australie. Oui, exactement. Alors, il y a eu des exilés, il y a eu des pendus. C'était une période absolument horrible, mais c'est des braves gens qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour que nous ayons la démocratie. C'est ça. Il y avait deux objectifs, les patriotes de 1837. Démocratie et indépendance du Québec. Ouais. La démocratie, ils nous l'ont donnée, et moi, je me bats pour utiliser la démocratie pour qu'on ait aussi l'indépendance. Ouais. Pourquoi vous étiez hier, puis vous êtes là tous les jours, puis je vous félicite pour ça. Puis vous, comme premier ministre, vous avez été celui qui nous a permis de nous débarrasser de la fête de la Reine pour remplacer par la fête nationale des Patriotes. Oui. Pourquoi c'est si important de garder vivante la mémoire des Patriotes 37 et 38? Toutes les grandes nations ont un culte de leur histoire. Allez aux États-Unis, vous allez entendre parler de la guerre de sécession de Washington. Allez en France, ils vont vous parler de Napoléon, ils vont vous parler de la Révolution française. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Ouais. Alors, en particulier, la Journée nationale des Patriotes, je l'ai fait pour des raisons pédagogiques, parce que les écoles n'enseignent pas ce jour-là. Et je me disais, les jeunes vont demander à leurs profs, pourquoi? C'est qui les patriotes? Et ça va être un instrument pédagogique en plus d'un hommage à ces héros. Et quand on dit héros, je parle, il n'y a pas juste des hommes. Il y avait des femmes très liées au mouvement patriote qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour que cette rébellion réussisse. Elle n'a pas réussi, mais les femmes étaient là. Oui. Et aujourd'hui, là, en 2015, quels sont, selon vous, les enseignements importants qu'on peut tirer aujourd'hui de leur pensée et de leur action pour nous dans notre pensée, notre façon d'agir? Est-ce qu'il y a quelques idées phares là, qui ressortent, selon vous? D'abord, il y a une évolution. Ils se sont battus avec des armes. Ouais. Il y a eu des affrontements violents à Saint-Denis-sur-Richelieu, à Saint-Eustache, et un peu partout. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Ils voulaient établir la démocratie, ils ont établi la démocratie. Alors, il n'y a pas eu un seul coup de feu de tirer, sauf par accident, au Québec depuis cette époque. Au moins, on a vécu dans la paix, dans le respect de la démocratie, et même lors du référendum qui nous a été cruellement volé, si vous êtes l'expert pour le dire, il n'y a pas eu de violence, même pas de violence verbale. Alors, ce qui est à l'honneur des patriotes, à l'honneur du Québec, c'est la démocratie. Ce qui n'est pas à l'honneur du Québec, c'est qu'il est encore la simple province d'une autre nation. Notre nation est la simple province d'une autre nation. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pourquoi je continue la bataille des patriotes, avec des millions d'autres. Oui. Et j'ai remarqué, vous avez remarqué comme moi, qu'hier, on a rappelé une chose que les Ontariens ont essayé d'effacer, c'est que les patriotes, en combattant pour la démocratie et l'indépendance, avaient quand même des alliés en Ontario, mais cette mémoire-là semble avoir leur échappé. Ils ne veulent pas se souvenir de cette période. Non, les Ontariens n'ont pas l'air à vouloir. Et parmi les patriotes, il n'y avait pas juste des Québécois traditionnels. Là. Il y avait Wilfrid Nelson, puis il y avait des anglophones, puis il y avait des gens originaires de l'Allemagne. Alors, c'est pas une aventure raciale, c'est une aventure nationale. Ouais. Et je regrette que le reste du Canada ne rende pas hommage aussi à cette période de l'histoire où ils ont été impliqués.
Ouais. Et certains d'entre eux sont battus pour la démocratie. Oui, exactement. Alors, Monsieur Landry, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Je pense qu'on a interrompu votre dîner. Mais, ça me fait un grand plaisir. Et je vous félicite, vous, profondément pour l'œuvre de vérité que vous avez faite en analysant le référendum et en écrivant ce livre, le référendum volé. Hélas, vous avez raison. Ah ben, écoutez, c'est formidable. Merci beaucoup pour cette entrevue. Puis on se reparle bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors voilà, Monsieur Landry, il faut le dire, il est toujours fidèle au poste. On peut compter sur lui dans tous ces grands événements. J'ai eu l'honneur, la Société Saint-Jean-Baptiste m'a fait... attendez une seconde, et je pense qu'il y a un petit problème. Restez à l'écoute, s'il vous plaît. Oui, bonjour. On disait, excusez-moi pour ce contretemps, on a un petit problème technique après le téléphone. J'ai eu le grand honneur de la Société Saint-Jean-Baptiste d'être nommé Patriote de l'année 2015-2016. En fait, et on me demandait qu'est-ce que c'est être patriote en 2015. En fait, je vais vous donner une esquisse de mes réponses à cette question-là, parce qu'elle n'est pas évidente. On ne peut pas juste répéter les choses qu'on a toujours dit. Il faut toujours réfléchir à ce que cela veut dire. En fait, et ma réponse était que la souveraineté nationale est au cœur du combat pour la liberté et pour la paix. Elle l'a été hier, elle l'est encore aujourd'hui, et elle le sera davantage demain, surtout dans ces périodes de troubles où la menace de guerre plane au-dessus de nous, et nous risquons de nous faire balloter d'un bord et de l'autre et de perdre nos repères politiques. En fait, dans de tels moments, il nous incombe de puiser dans les sources de notre mouvement, de sources de notre existence ici, de notre existence en tant qu'entité politique et de communauté. Et on peut puiser dans les sources les plus lointaines, même allant jusqu'à Champlain, et particulièrement la période des patriotes aussi, comme on a parlé, qui est une époque riche en enseignements sur la manière de réunir autour d'idées phares une population dont la diversité sociale, économique, nationale, religieuse et culturelle n'est pas si loin de la nôtre. L'autre source incontournable pour nous inspirer est la période qui a vu naître le mouvement de libération du Québec, soit celle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les bases de la paix dans le monde ont été établies, où l'ONU a été créée et les colonies de l'Afrique et de l'Asie se sont libérées. Les principes fondateurs de ces grands jalons de l'histoire sont l'égalité souveraine des nations, le respect de la souveraineté nationale et des territoires nationaux, le droit inaliénable des nations de disposer d'elles-mêmes et le devoir pour des colonies de se libérer de la domination. Ce sont des phares que nous cache, en fait, le brouillard guerrier actuel de ce nouvel ordre mondial qui est imposé depuis environ 25 ans. Si on s'inspire de ces principes des deux grandes époques pour établir une politique étrangère du Québec dès aujourd'hui, et nous allons contribuer, même si le Québec n'est pas un pays souverain, mais nous allons contribuer à la paix mondiale. Et
On sait à quel point cette paix est menacée. Et je vous dirais que la contribution serait beaucoup plus grande une fois que le Québec aurait le statut de pays. Donc, les gens demandent, ben, Patriote, qu'est-ce qu'il fait en 2015? En fait, il faut qu'il y ait de la créativité. L'heure est à la créativité politique. Il faut aller là où on ne nous attend pas. En fait, la presque victoire, ou, comme j'avais dit dans un livre, la victoire volée de 1995, a eu pour effet de nous figer dans une stratégie politique électorale axée sur un éventuel référendum qui mime en quelque sorte la stratégie qui a précédé le 30 octobre 1995. Mais à l'extérieur de la politique purement électorale, dans ce qu'on appelle la société civile, cette défaite crève-cœur, victoire volée, on l'appellera comme on voudra, nous a fait entrer dans un grand entonnoir où l'espace d'action et la portée de notre discours, du discours des souverainistes, se rétrécit constamment. On parle avec moins de monde, on franchit de moins en moins de barrières. Des secteurs entiers de la population québécoise sont étrangers à cette question-là. Et la meilleure preuve de tout ça, c'est la baisse du taux de participation aux élections. Anémique, anémique comparé au sommet qui était atteint en 1995, quand 94% de la population s'est prévalu leur droit de vote. Donc, autrement dit, ils ont dit, cette question me concerne profondément. Pour rompre avec cette tendance lourde, il faut de la créativité. En fait, l'actualité nous donne plein d'occasions pour qu'on peut saisir. Prenons le cas des réfugiés. Vous savez, maintenant, le premier ministre Couillard fait la morale aux autres par rapport aux réfugiés. Par contre, pourquoi des gens ne répondent pas à Couillard? Il dit, oui, M. Couillard, nous allons les recevoir à bras ouverts, ces réfugiés syriens. Nous en sommes capables, nous l'avons fait depuis le 17e siècle, quand on a reçu des Hurons et des Abénakis. Ils vont venir enrichir la culture ici, de leur culture et des compétences. Nous allons les accueillir dans nos quartiers, dans nos maisons, partout. Nous avons les infrastructures. Mais M. Couillard, vous nous donnez pas les moyens, vous, avec vos politiques d'austérité. Aussi, votre attitude de chien battu à l'égard d'Ottawa nous affaiblit parce que c'est Ottawa qui dicte tout là-dedans. Donc, pourquoi pas aller embrasser cette question-là, embrasser les Syriens, puis ensuite aller selon la logique naturelle où on dit nous avons besoin des moyens et tous les pouvoirs d'un pays normal pour accueillir les réfugiés et contribuer à la paix dans le monde. Voilà. Les événements de 37-38 nous concernent aujourd'hui. C'était des événements importants à cette époque-là et nous devons garder vivant la mémoire de cette période-là. Après la publicité, nous allons recevoir M. Willie Nyamitwe, qui est porte-parole de la présidence du Burundi, et nous allons nous entretenir avec lui à Bujumbura. Il est à Bujumbura pour parler de la situation au Burundi, qui est régulièrement devant le Conseil de sécurité, où il y a des risques, on parle de risques de conflits majeurs, mais le gouvernement burundais semble tenir le coup. Alors, restez à l'écoute. Vous écoutez CIBL. L'Assemblée générale annuelle de CIBL, la radio communautaire francophone de Montréal, se tiendra lundi le 7 décembre 2015 à 18h au 2 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, au Centre de l'image contemporaine Vox, 4e étage. Les membres présents seront informés de l'état de la situation par le biais des rapports de la direction et du comité de programmation, le rapport financier et le plan d'action pour 2015-2016. Pour information, Valérie Crête, 514-526-2581, poste 259.
Le mercredi soir de 21h30 à 23h, rock. Explorez les méandres de l'univers du rock avec Rockorama. En compagnie de Simon Fauteuil. 90 minutes de pure puissance auditive. Puissance. Rockorama, mercredi 21h30. Sur les ondes du 101.5 CIBL. Vous écoutez CIBL 1015.com, la radio citoyenne de Montréal. De retour, Pierre Papineau, Robin Philpot au micro, Zachary Abed à la mise en onde. Nous tentons de rejoindre M. Niamitwe à Bujumbura et je pense que c'est une entrevue importante avec le porte-parole de la présidence du Burundi. Mais en attendant de le rejoindre, on va aller avec la musique... une chanson qui s'intitule Crève-cœur. Alors, puis on vous revient dans quelques instants. Je m'en vais à crève-cœur. Je m'en vais à crève-cœur. Je pense que nous avons réussi à rejoindre M. Niamitwe. Donc, la question burundaise revient à l'actualité régulièrement, surtout depuis une dizaine de jours, notamment à l'ONU. Le Canada reçoit des gens et on a tendance, je pense qu'on subit une certaine désinformation. Alors, nous avons souhaité rejoindre un porte-parole du gouvernement burundais, puis nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Willy Niamitwe, qui est porte-parole de la présidence de la République du Burundi. Bonjour, M. Niamitwe. Oui, bonjour, et je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Oui, bien merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette demande d'entrevue. La situation au Burundi a été traitée au Conseil de sécurité il y a à peu près 10 jours. Pourriez-vous nous parler du débat au Conseil et l'issue de ce débat? Et êtes-vous satisfait de ce débat au Conseil de sécurité sur la situation au Burundi? Oui, nous sommes toujours satisfaits chaque fois que la communauté internationale, nos amis du monde entier, se penchent sur la question burundaise, comprennent qu'au Burundi, il y a des problèmes et veulent y apporter des solutions ou une quelconque contribution. Vous savez, le Burundi a connu dans le passé beaucoup de moments difficiles et c'est avec l'aide de ses amis de la région, de l'Afrique ou des Nations Unies
ou même de l'Europe, que le Burundi a pu s'en sortir. Nous aussi, nous sommes en train d'aider d'autres peuples qui sont en difficulté, comme en Somalie, en République centrafricaine. Alors, nul doute que quand il y a une résolution du Conseil de sécurité, eh bien, ça nous fait plaisir qu'on pense à nous. L'issue, alors, du dernier Conseil de sécurité, la résolution a été satisfaisante du moment qu'elle reconnaissait la souveraineté du peuple burundais et qu'elle reconnaissait que ce n'est que par le dialogue qu'on peut trouver une issue aux difficultés que traverse le peuple burundais en ce moment. Oui. Certains pays auraient voulu une autre issue. Est-ce que vous voulez nous expliquer parce qu'il y a été question d'avoir des troupes de l'ONU, il y a des questions d'un processus sous l'égide de M. Museveni, qui est président de l'Ouganda. Pourriez-vous nous parler un peu des pourparlers de ça? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de parler de ça? Oui, nous avons toujours mis en avant le dialogue pour résoudre toutes les crises que nous avons traversées. Et même certains projets du gouvernement, nous faisons participer la population. Alors, le dialogue interburundais, c'est une question importante que le président de la République a prise en main et il a mis en place une commission nationale chargée de mener ce dialogue interburundais et tous les Burundais de l'intérieur ou ceux qui vivent à l'étranger seront consultés puisque la communauté internationale nous exhorte à mener un dialogue inclusif avec la facilitation effectivement du président ougandais Museveni qui a été délégué par la communauté de l'Afrique de l'Est. Alors, nous sommes partants pour un dialogue inclusif sans exclure les Burundais de l'intérieur et de la diaspora en prenant en considération toutes les sensibilités burundaises. Nous savons qu'il y a des Burundais qui sont à l'étranger parce qu'ils sont partis à cause des différentes crises cycliques que le Burundi a traversées, ceux qui sont partis en 65, ceux qui sont partis en 72, ceux qui sont partis en 88, en 93, etc. Donc, le gouvernement du Burundi est en train de mettre en place ce dialogue qui inclura tous les Burundais en prenant en considération toutes les sensibilités. Oui. Et il y a eu beaucoup de désinformation au sujet du Burundi. On amplifie beaucoup la crise, on l'ethnicise et on tente de semer la division entre Hutu et Tutsi. On met en doute la constitutionnalité de la réélection de votre président. Comment expliquer cette désinformation-là? Par exemple, ici la plupart des grands médias mettaient en doute le droit ou la constitution, l'interprétation de la constitution burundaise, même s'ils ne connaissaient rien. Est-ce que vous pouvez aborder ce sujet-là de cette désinformation? Bon, voilà, il y a une chose qui est certaine, c'est que le Burundi est très mal connu et méconnu à l'étranger, mais cela est du fait d'une grande campagne, d'une vaste campagne de médisance et de calomnie que nous sommes en train de subir. Il y a, par exemple, ceux qui sont à l'étranger qui ne parviennent pas réellement à connaître la réalité sur terrain au Burundi. Je viens d'un dîner qui était offert par le Parlement burundais aux parlementaires panafricains. Eh bien, ceux qui étaient là disaient, quand vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas envie de venir au Burundi. Quand vous arrivez au Burundi, vous trouvez une toute autre réalité. Alors, c'est cette campagne de médisance qu'on nous a fait subir, mais nous sommes en train, petit à petit, de sortir de l'eau, comme on dit, et de faire connaître à la communauté tant nationale qu'internationale ce que le Burundi est en réalité. Oui. Je rappelle qu'on parle avec M. Willy Nyamitwe, qui est porte-parole de la présidence de la République du Burundi, et on lui parle, il est à Bujumbura. M. Nyamitwe,
par exemple, de désinformation, deux grands médias ici au Québec, à Montréal, au Canada, Radio-Canada et la presse ont déroulé le tapis rouge pour une madame Marguerite Barankitse, mais cette dame a été l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le mois de juillet. Alors, est-ce que vous voulez vous aborder ce sujet-là sur cette façon sélective de regarder l'histoire du Burundi? Alors, ce que je peux dire d'elle, c'est que d'abord, c'est une dame qui a évolué dans l'humanitaire dans notre pays et sa prestation était satisfaisante. Tout le monde appréciait ce qu'elle faisait et sans nul doute, moi aussi, j'apprécie ce qu'elle faisait jusqu'au moment où elle a préféré basculer dans la politique. Parce que quand vous basculez dans la politique, vous savez, ça devient un peu complexe. Elle a dépensé, je pense, autour de 2 milliards pour soutenir l'insurrection qui nous a endeuillés. Vous savez, nous avons connu une période difficile où des gens sont descendus dans les rues en disant qu'ils manifestaient contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Mais en définitive, c'était une insurrection, même armée. On a tué des gens. On a vu des civils qui tuaient des gens, qui brûlaient des gens, qui brûlaient des pneus, qui brûlaient des véhicules, qui brûlaient des maisons. Donc c'était une insurrection qui se comportait comme un terrorisme dans notre pays. Et Madame Marguerite Barankitse, surnommée Maggie, était derrière ça. Elle soutenait, elle finançait. Et voilà ce qui a fait qu'elle subisse un mandat d'arrêt international, parce que tout simplement, elle s'est méconduite dans ce sens-là. Voilà, donc nous avons un problème dans notre pays où certains activistes de la société civile ont préféré porter le chapeau de la politique. Et quand vous portez ce chapeau de la politique, surtout quand vous devenez violent et vous devenez passible d'un mandat d'arrêt international pour avoir trempé dans des violences, vous comprenez que quand vous êtes à l'étranger, vous continuez à médire le pays, à condamner les autorités, alors que c'est vous qui devriez être condamnés pour avoir commis des actes répréhensibles contre de paisibles citoyens. Oui. Il y a aussi, on parle aussi beaucoup ici de certains médias qui auraient été fermés. On parle du RPA, de d'autres médias, mais est-ce qu'on sait tout de ces médias? Et certains de ces médias-là qui semblent avoir... est-ce qu'on peut dire que c'est des médias qui ont pour objectif de déstabiliser le gouvernement et la paix au Burundi? Alors, nous avons dans notre pays plusieurs organes de presse, que ce soit radio, télévision, des journaux, de la presse écrite, des sites en ligne, etc. Mais ce qui est à déplorer, c'est que certains médias ont eux-mêmes délibérément pris le chemin de la fronde, ont pris le chemin de la propagation de rumeurs. Il y a certains médias qui ont voulu que les Burundais se rentrent dedans encore une fois, parce que nous avons vu comme la radio RPA qui carrément diffusait au jour le jour des informations qui étaient mensongères, et c'était prouvé que c'était des informations mensongères. Il y a eu beaucoup de reportages qui étaient biaisés, mais qui n'avaient qu'un seul objectif, que les Burundais se rentrent encore une fois dedans et revivent les affres du passé. Voilà. Alors, le jour du putsch, le 13 mai dernier, on a carrément vu des médias qui ont pris position, qui ont travaillé de concert avec les putschistes et qui, en définitive, ont été détruits par ces putschistes même pour faire porter le chapeau au gouvernement. Alors, c'est ça le problème que nous avons eu dans notre pays. Quand des gens n'ont pas voulu se défaire de leur appartenance sociologique ou partisane, afin que notre presse soit réellement indépendante, mais des médias qui ont tout simplement versé dans la calomnie, versé dans le mensonge, versé dans la violence,
Et ça, c'est inacceptable. Je ne pense pas qu'on puisse accepter que des médias comme ceux de la haine qui ont endeuillé le Rwanda puissent aussi venir s'installer dans notre pays et endeuiller encore une fois les Burundais. C'est la raison pour laquelle, jusque-là, nous sommes en train de tout faire pour que les médias revivent, regagnent leur vivacité d'antan, mais dans un professionnalisme sans reproche. Oui. Et un radio, là, vous avez mentionné le RPA. J'ai vu passer un document, mais je ne sais pas si ça vaut quelque chose, mais l'actuelle ambassadrice à l'ONU, où est-ce qu'elle est au département? Samantha Power était une des fondatrices de ce radio-là. Est-ce que ça a une importance selon vous? Oui, mais bien sûr. Mais alors, si nous prenons l'exemple de la RPA, la RPA est une radio qui a été mise en place par un certain Alexis Ndwije, qui est le patron d'un parti d'opposition, l'un des plus violents d'ailleurs opposants au pouvoir, qui est cité dans certains rapports des experts des Nations Unies comme étant parmi les fauteurs de troubles à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce même Alexis Ndwije a confondé la RPA avec une personne importante dans l'administration Obama qui est l'ambassadrice Samantha Power, qui représente les États-Unis aux Nations Unies. Alors, toutes les preuves sont là, et raison pour laquelle, quand vous voyez tous les tweets de l'ambassadrice, quand vous voyez toutes les publications de l'ambassadrice, elle est là, elle condamne le Burundi en se comportant comme une opposante au régime de Bujumbura, tout simplement parce qu'elle a des intérêts à défendre dans notre pays. Et c'est ainsi que toute l'administration Obama se gourre et trompée par cette personne qui se croit connaître le Burundi, raison pour laquelle aussi toutes les mesures et toutes les sanctions ou toute la position du cabinet Obama est inspirée de ces rapports qui sont biaisés, qui sont produits par l'ambassadrice Samantha Power, qui, en définitive, n'est en train que de défendre des intérêts propres à elle dans notre pays, le Burundi. Oui. Monsieur Nyamitwe, le Rwanda, c'est connu depuis les années 90, a semé la mort et la destruction dans l'Afrique des Grands Lacs, et surtout au Congo. Quelle est la position? J'ai déjà vu passer une menace de la part du président rwandais de même attaquer le Burundi. Quelle est la position du Rwanda? Nous avons été on ne peut plus clair à ce propos. Le Burundi a déposé une plainte dans les instances internationales pour que la communauté internationale attire son attention sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, on ne peut pas expliquer comment ceux qui font le putsch échouent, fuient vers le Rwanda. On ne peut pas expliquer comment ceux qui sont attrapés sur terrain, qui commettent des actes de terrorisme, souvent sont de nationalité rwandaise. On ne peut pas expliquer comment tous les malfaiteurs et fauteurs de troubles continuent à faire des va-et-vient entre le Burundi et le Rwanda. Alors, on ne peut même pas expliquer comment on a connu une attaque armée à partir du nord, à partir du Rwanda, des gens qui ont attaqué le Burundi, mais qui ont été défaits complètement et qui ont fait des témoignages en présence des diplomates étrangers accrédités à Bujumbura et de la presse locale et internationale. Donc tout ça, ça montre que c'est des agissements inamicaux, des agissements bien voisins qui voudraient que dans notre pays, il y ait la perturbation de l'ordre public. Voilà, le Burundi, quand même, dans sa sagesse, voudrait que les relations diplomatiques, les relations d'amitié, les relations entre nos deux peuples restent intactes, parce que si la paix est perturbée dans notre pays, elle le sera forcément au Rwanda. Et si la paix était perturbée au Rwanda, elle sera aussi forcément au Burundi. Alors nous voulons un bon voisinage et nous voulons que les Burundais et les Rwandais continuent à vivre comme des frères et sœurs, parce que nous partageons beaucoup de choses en commun. Nous avons des Hutus et des Tutsis au Burundi, tout comme on en a au Rwanda. Nous avons une langue, deux langues qui sont presque similaires. Je pense qu'à 95%, celui qui parle Kirundi comprend celui qui parle Kinyarwanda. Donc, partageant
la même culture et le même passé et les mêmes douleurs, je pense que nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous avons intérêt à asseoir une paix durable dans nos deux pays respectifs et partant dans toute la région. Oui. Monsieur Niamitwe, vous êtes porte-parole de la présidence, je rappelle aux auditeurs, présidence du Burundi, et vous nous parlez depuis Bujumbura. La Russie et la Chine ont une présence en Afrique centrale. Et est-ce que leur rôle a été utile, salutaire pour vous? Pourriez-vous parler brièvement de cela? Bon, d'abord, je pense que c'est des pays qui nous ont compris. Vous savez, on ne peut pas avoir des ennemis partout. On ne peut pas aussi n'avoir que des amis. Mm-hmm. Alors, je pense que ce que certains pays occidentaux ont voulu faire, en nous traitant de barbares, en nous traitant injustement de saboteurs de la paix, eh bien, il y a certains pays quand même qui ont compris que dans notre pays, ceux qui sont en train de saboter la paix, c'est d'autres personnes, ceux-là même qui voudraient que dans notre pays, que le Burundi ne puisse pas évoluer du moins dans le sens de la paix. Alors, la Russie et la Chine, ce sont des amis depuis longtemps qui nous ont compris, qu'ils devraient nous accompagner. Et d'autres pays africains aussi continuent à nous accompagner dans ce que nous sommes en train de vivre, les pays de la région de l'Afrique de l'Est, ainsi que d'autres pays de l'Afrique. Donc, on a des amis en Afrique et en Europe et en Asie et en Amérique. Donc, nous pensons que c'est tout à fait normal que les Chinois et les Russes puissent nous défendre au sein du Conseil de sécurité. C'est parce qu'ils savent bien ce que nous sommes en train de vivre et ne voudraient pas que cette injustice continue à s'enraciner dans notre pays. Oui. Monsieur Niamitwe, j'espère que je prononce bien votre nom. Votre gouvernement a établi en 2014 une commission vérité et réconciliation chargée d'établir la vérité sur les massacres interethniques depuis 1962. Moi, je me rappelle personnellement 1972 parce que j'habitais en Afrique à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette initiative, les objectifs de cette initiative établie en 2014? D'abord, c'est prévu dans l'accord de paix de réconciliation d'Arusha. Et cet accord avait prévu que le Burundi mette en place une commission vérité-réconciliation. Alors, d'autres gouvernements dans le passé ont échoué à le faire. Alors, le gouvernement dirigé par Pierre Nkurunziza a pu mettre en place une commission vérité-réconciliation que nous appelons CVR. Alors, la CVR est là pour pouvoir revenir sur notre passé et que les Burundais parviennent à revivre leur passé, mais dans le sens de la construction du futur, pour qu'on puisse, en fin de compte, nous réconcilier, en fin de compte, revenir sur notre passé, mais dans le souci de penser nos plaies. Voilà, cette commission, elle est à l'œuvre, et je pense que même ce que nous sommes en train de faire maintenant dans le dialogue, nous reviendrons largement sur cette commission et ce qu'elle doit faire. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de vouloir nous dire que nous devons dialoguer avec des putschistes doivent aussi comprendre que nous avions prévu des instruments de dialogue qui ont été mis en place depuis très longtemps et c'est à travers ces instruments que nous pouvons trouver des solutions durables pour nos problèmes. Oui. Monsieur Willy Niamitwe, porte-parole de la présidence du Burundi, de Bujumbura, je vous remercie beaucoup de cette entrevue et j'espère qu'on pourra rester en contact pour suivre ces événements archi importants pour la paix chez vous et dans la région. Merci beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci. Alors, je vous rappelle, c'était un honneur de recevoir M. Niamitwe qui nous parle depuis Bujumbura, porte-parole de la présidence. Et encore, je mets au défi des grands médias québécois et canadiens
de leur donner l'occasion de s'exprimer, de donner l'occasion de s'exprimer à ce gouvernement-là, parce que on est encore en train de diaboliser, quand on traite la question burundaise, diaboliser un gouvernement qui, si on regarde comme il faut, semble se débrouiller très bien. Alors, c'est tout le temps qu'on a. On peut recevoir, on aimerait bien recevoir vos courriels. C'est lepied@papineau, en un seul mot, @cbl1015.com. Et je tiens à remercier Zachary Abed pour la mise en onde, des fois difficile parce qu'on rejoint des gens un peu à la course. Et je vous demande de rester toujours à l'antenne de CIBL 101.5 et que vous revenez nous écouter la semaine prochaine pour une autre émission du P à Papineau. Alors, on poursuit en musique et bonne semaine à tous. MoneyGram est fier de s'associer à cette grande émission africaine sur les ondes de CIBL Radio Montréal. Bonne émission.
En rentrant de l'école le vendredi, Simone a toujours le même réflexe. Maman, faut faire du lavage, là, j'ai plus de linge. Ben oui, ma grande. Pars une grosse brassée, tu le sais, où la laveuse? Mais depuis qu'elle a visité le site Les Bons Réflexes d'Hydro-Québec, elle a maintenant le bon réflexe. Maman, faut faire du lavage, là, j'ai plus de linge. Mais faut laver à l'eau froide, parce que laver à l'eau chaude, ça coûte jusqu'à 18 fois plus cher. Ben oui, ma grande. Pars une grosse brassée, tu le sais, où la laveuse? Les Bons Réflexes, c'est mieux consommer l'électricité, parce que c'est bon pour vous et pour l'environnement. Découvrez d'autres bons réflexes à lesbonsréflexes.ca, une initiative d'Hydro-Québec. Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Oui, bonjour, ici Maurice Bolduc. Je ne peux être avec vous cet après-midi. On vous offre une sélection musicale toute CIBLienne. Bonne journée. J'ai revu la rue des Chênes, pieds blancs. J'ai fait un tour de Seine-et-Marne, pieds blancs. J'avais les yeux